donc, j'accueille Thierry Lebel. Thierry, si vous allumez votre caméra et que vous levez la main, vous allez… C'est bon. Voilà, super. Vous allez vous retrouver en haut de l'écran. Si vous regardez bien son visage, vous devez le reconnaître. Vous l'avez vu suspendu à un parapente dans un petit film. Mais voilà, Thierry est hydroclimatologue. Il est directeur des recherches à l'IGE. Vous allez en entendre parler encore de l'IGE. Il y a plusieurs personnes du comité d'organisation qui en font partie. C'est l'Institut de géosciences et d'environnement de Grenoble. Il a aussi d'autres casquettes dont il va vous parler, mais c'est quelqu'un qui est capable finalement, qui a regardé un peu toutes les questions que vous êtes posées sur des questions de compréhension encore sur le climat. Je vais les reprendre, on les a un peu regroupées, on a fait un petit travail de regroupement et puis Thierry va vous apporter quelques éclairages. On va faire ça avec lui, on fera ça ensuite avec William Meunier de la métropole aussi. Donc Thierry, le premier groupe de questions qu'on avait identifié, c'était tous ceux qui nous amenaient un peu à faire un point sur les gaz à effet de serre et leur lien avec l'augmentation des températures. Et puis pour certains, il y avait la question aussi du lien à l'augmentation au niveau des océans. Comment est-ce que tout ça s'opère, que ce soit vraiment la question du réchauffement et puis l'impact sur le niveau des océans, sur les canicules. Oui, donc merci Sophie et bonsoir à toutes et tous. Donc j'ai effectivement parcouru ces questions qui sont assez diverses. Les deux premières sont relativement simples, je dirais, parce qu'elles portent sur notre compréhension du fonctionnement du système physique. Je pense qu'il y a déjà l'essentiel des éléments de réponse sont dans les documents qui sont à votre disposition, là, dans ce qu'on appelle le socle. Mais je vais quand même répondre assez rapidement aux questions plus précises qui avaient été posées. Alors, la première chose qu'on peut garder en tête, c'est que d'une manière générale, tout ce qui touche à notre compréhension du fonctionnement physique du système climatique, elle est bonne. Ça a fait l'objet du premier volume du 6e rapport du GIEC qui a été publié en août dernier. On considère dans ce rapport que ce sont bien les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'utilisation intensive d'énergie d'origine fossile qui sont responsables de la hausse des températures mondiales. Et donc, par rebond, de la fonte des calottes polaires et des glaciers de montagne. Et cette fonte d'une eau douce qui est stockée sous forme solide, elle contribue désormais pour 2/3 à la hausse du niveau des mers. Et le tiers restant, il est lié en fait à la dilatation thermique des océans qui se réchauffent. Et il ne faut pas oublier que, si vous avez un peu compris ce qu'était l'effet de serre, quand on augmente les gaz à effet de serre, on augmente potentiellement la quantité de chaleur qui est maintenue sur Terre. Et en fait, cette quantité, il y en a 92% qui est stockée dans les océans. Donc, les océans jouent un rôle absolument fondamental. Si on n'avait pas les océans, tout le reste, en fait, ces 92% se seraient retrouvés dans l'atmosphère. Et donc, la hausse des températures de l'atmosphère, ce ne serait pas à 26 degrés, on serait déjà au moins à 3 degrés. Et donc, le fait qu'on réchauffe l'océan, il se dilate et donc son niveau va augmenter dû à ces deux facteurs, sa dilatation thermique, une eau chaude prend plus de place qu'une eau plus froide, et liée donc à la fonte des calottes polaires et des glaciers de montagne. Donc, si on veut se résumer, la hausse du niveau des océans, c'est une réponse, on va dire, indirecte à la hausse des gaz à effet de serre. C'est indirect parce qu'elle se fait à travers des mécanismes intermédiaires, mais cette hausse de la teneur de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est bien le seul facteur, avec un très haut niveau de confiance, qui génère cette hausse du niveau des océans. C'est un peu comme si vous circuliez sur une rocade, il y a un accident, quelqu'un qui a un accident devant vous, mais vous êtes derrière une autre voiture, vous rentrez dans la voiture qui est devant vous, oui, certes, mais en fait, la cause, c'est bien l'accident qui est plus loin sur la rocade. Donc, voilà la hausse de la teneur des gaz à effet de serre, c'est le réchauffement, c'est la conséquence directe, c'est le réchauffement climatique de l'atmosphère, et ça se traduit effectivement en deuxième instance
par cette hausse du niveau des océans. Le deuxième sujet que vous aviez voulu aborder, c'est celui des extrêmes, un peu, je ne sais plus comment était formulée la question. Oui, c'était l'augmentation des températures, les sécheresses et les canicules. Alors là, oui aussi, avec un très haut niveau de confiance dans le 6e rapport du GIEC, la hausse de la teneur en gaz à effet de serre est responsable d'un renforcement à la fois en intensité et en fréquence des phénomènes extrêmes, alors notamment les sécheresses et les vagues de chaleur, mais aussi les précipitations torrentielles. Merci Thierry. Il y avait en fait aussi, on s'était dit qu'on enchaînerait directement sur tout ce qui concernait en fait les origines des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Enfin, qui sont les acteurs qui émettent le plus, quels sont les secteurs qui émettent. Voilà, il y a eu beaucoup de présentations, il y a des informations, mais si vous vouliez juste résumer ça, ça serait super utile. Alors, je vais essayer. C'est compliqué. C'est pareil, il faut faire bref. Un élément de cadrage général d'abord, c'est que on peut partir du niveau national. Disons que les grands pays développés ont des structures de sources d'émissions qui sont assez semblables. Ça peut varier d'un pays à l'autre. Mais en gros, si on prend le cas national en France, les dernières statistiques de 2020, il y a des catégories d'activités qui sont mentionnées. C'est l'INSEE qui fait ce travail. Et la première source d'émissions, c'est le transport routier, pour 27%, en hausse par rapport à 2000, notamment assez fortement en hausse, à plus 3%. On était à 24 en 2000, on est à 27 aujourd'hui. Ensuite vient à peu près à égalité l'agriculture et l'industrie manufacturière, chacun pour à peu près 20%. Et puis après, il y a l'habitat pour 18%, et puis il y a la transformation d'énergie pour 10%. Voilà, ça, ce sont les grands secteurs. Je voudrais tout de suite commenter d'ailleurs quelque chose dans ces statistiques nationales. Il y a quelque chose qui manque, qui devrait probablement quand même émerger un jour. C'est qu'on n'a pas isolé l'impact du numérique en tant que tel. Il faut savoir qu'au niveau mondial, comme responsable des sources d'émissions, le numérique aujourd'hui, c'est à peu près 4%, et on prévoit qu'avec la croissance de cette activité, on va atteindre 8% des émissions de gaz à effet de serre dans les 10 ans qui viennent. Donc, ça mériterait, évidemment, les activités numériques sont partout, mais ça mériterait quand même de bien isoler cette activité pour que chacun prenne conscience de l'impact de cette activité, y compris notre conférence Zoom ici ce soir. Alors, quand on regarde au niveau de la métro, il y a un décompte qui a été fait, William pourra peut-être commenter un peu, selon des rubriques qui sont un peu différentes. En gros, la transformation d'énergie n'est pas isolée, donc elle est comptabilisée, on va dire, comme une industrie. Et on retrouve des choses qui sont à peu près similaires dans les grandes masses, sauf avec une différence majeure que vous pouvez tous imaginer, c'est que les émissions agricoles, elles sont quasi négligeables au niveau de la métro, elles sont de l'ordre de 1%, en comparaison du national, donc, qui est à presque 21%. Si on corrige cette différence majeure quand on fait les ratios, on trouve que la compensation, elle se fait en fait au niveau de l'habitat, et on peut imaginer pourquoi. Évidemment, il y a la part de l'habitat est très importante dans une métropole, même s'il n'y a pas que la ville de Grenoble. Et donc, vous allez retrouver les grandes masses avec l'importance des transports d'une part, et puis des transformations d'énergie et l'industrie manufacturière d'autre part. Et l'immobilier, tout ce qui concerne la part immobilière, du coup, monte à un niveau qui est sensiblement supérieur à ce qu'il est au niveau national. Voilà. Okay. Je ne sais pas si ça répond. Alors, je voudrais juste quand même faire un tout petit commentaire. Je ne vais pas rentrer après dans le détail. Peut-être William veut compléter. Il y a quand même une question qui est importante, parce que là, on parle du national et du local. Mais évidemment, c'est différencié aussi selon les acteurs. Et partout dans le monde, que ce soit à l'intérieur des pays riches, à l'intérieur des pays pauvres, ou entre pays riches et pays pauvres, en gros, l'intensité de l'émission, elle est liée au niveau de vie des gens. En fait, en gros, à leur niveau de consommation. Voilà. Donc ça, c'est vrai pour un individu, c'est vrai pour un territoire, c'est vrai pour une collectivité, c'est vrai pour un pays.
Et ça, je pense que c'est un paramètre qu'il est extrêmement important d'avoir en tête. Ok, merci. On va avancer parce que c'est vrai que ça va être très frustrant. Normalement, on doit libérer nos citoyens vers 20h30, donc on va essayer de… Oui. Je donnerai la parole à William tout à l'heure et je suis sûre qu'il rebondira pour compléter. Et puis, j'ai des petits messages de personnes qui nous disent que ça serait bien d'avoir des supports, de voir des choses. Alors, on a pris le parti aussi d'être plutôt dans la discussion avec Thierry. Il vous disait tout à l'heure que dans ce qu'on a appelé le socle d'information, vous aviez des infos. Si vous avez ce document qu'on vous a mis dans votre sac quand vous êtes arrivé, il y a toutes ces informations-là en chiffres avec des graphiques dessus. N'hésitez pas à le regarder en même temps qu'on vous parle. Il y avait tout un autre… Voilà, merci Agnès. Il y avait tout un autre pan de questions qui, en fait, faisait, je crois, un peu le lien avec les interventions qu'on a eues pendant la première session sur les aspects globaux des changements. Au-delà même du changement climatique, on a compris que les activités économiques et bien d'autres activités humaines ont des conséquences sur l'environnement et que tout ça est assez imbriqué. Donc, est-ce que vous pouvez nous redire quelles sont les grandes interactions qui sont importantes pour comprendre ces bouleversements ? Oui, donc là, on rentre dans un terrain qui est bien, bien plus complexe. Donc, là aussi, il faudrait que je sois bref. Et en balayant les questions, en fait, moi, j'avais identifié, il y avait 4 grands sujets derrière ces questions. D'une part, il y avait des questions autour un peu de la spécificité du territoire. Ça renvoie un peu à des questions d'échelle spatiale. Il y avait des choses aussi qui se reflétaient sur la dimension temporelle des changements. Et en troisième lieu, il y avait tout ce qui a trait aux autres dérèglements environnementaux que strictement le réchauffement climatique. Et puis, il y avait aussi des questions par rapport à la compatibilité de notre modèle économique avec la préservation d'un environnement viable pour l'espèce humaine et au-delà les autres espèces vivantes de notre planète. Alors, ce serait terriblement long de fournir un éclairage complet pour ces 4 sujets. Je vais tout de même essayer de partager un peu avec vous quelques éléments qui font consensus dans la communauté scientifique. Et je vais vous préciser que moi, je suis physicien de formation et mon travail de chercheur, c'est un travail de recherche sur les milieux physiques, mais et donc je ne suis pas un spécialiste ni des écosystèmes ni de la qualité des milieux, donc on peut trouver la littérature et éventuellement favoriser des échanges avec des spécialistes dans ces domaines. Mais il faut savoir qu'il existe il y a un comité national en fait qui est rattaché à l'Académie des sciences et qui anime la réflexion en France autour de cette problématique de ce qu'on appelle le changement global. C'est-à-dire que le changement global, c'est tous les dérèglements environnementaux mis ensemble. Et donc, c'est un comité dont je fais partie et je peux échanger régulièrement avec des collègues biologistes, économistes et sociologues sur ce genre de sujet. Donc, j'ai un peu de culture scientifique dans le domaine aussi. Alors, sur les questions un peu plus d'espace et de temps, il y a effectivement quelque chose qui est très important, c'est qu'on parle tout le temps de la température globale. Il y a ce fameux horizon 1,5, peut-être 2 degrés. Et ce que nous ressentons en tant qu'individus, ce n'est pas la température moyenne globale, sens pour personne, mais c'est notre climat local qui est caractérisé par une tendance à plus de vagues de chaleur, à une plus grande variabilité. On voit les questions de gel. C'est la 6e année consécutive que certaines cultures fruitières dans le sud de la France sont très affectées parce que on a des temps, un climat anormalement doux en février-mars qui favorise l'éclosion et la floraison. Et puis, tout d'un coup, on a des périodes de froid qui arrivent derrière et finalement, nos espèces végétales ne sont pas adaptées à ce nouveau climat. Si on prend le cas des Alpes françaises, j'étais dans un groupe, il y a quelqu'un qui a évoqué le fait que dans la première session, on avait dit qu'effectivement, l'augmentation de température dans les Alpes, elle était à 2,3 degrés au lieu de 1,26 en global. Et donc, oui, il y a des spécificités locales et ça, c'est très important. Y compris d'ailleurs ce 2,3, c'est pour l'ensemble de l'arc alpin et il peut y avoir des sous-ensembles. Par exemple, dans la cuvette grenobloise ou dans une cuvette en général, une métropole sera peut-être encore plus affectée que les reliefs qui sont autour d'elle. Alors ça va d'ailleurs tout à fait de pair avec les phénomènes de pollution qui ont été évoqués, j'y reviendrai juste après. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut que vous ayez bien en tête, c'est que d'une manière générale, la hausse des températures, elle est plus forte sur les continents que sur les océans.
Donc, ce n'est pas spécifique aux Alpes ou aux zones de montagne qu'on soit 2 fois plus fort que la moyenne globale. D'une manière générale, partout où il y a des êtres vivants, des humains qui habitent, ils vont être affectés plus fortement que par ce fameux chiffre moyen, ce fameux 1,5 ou 2 degrés. Si on est à 2 degrés, on aura probablement partout au moins 3 degrés là où il y a des gens qui habitent, et puis parfois ce sera encore plus. Voilà. Alors, l'autre facteur, c'est un peu les facteurs temporels. Le réchauffement, il n'est pas uniforme sur l'année. Par exemple, il est plus fort en été qu'en hiver pour nos régions de montagne. Et enfin, si on veut rester dans cet aspect temporel des choses, il y a des facteurs d'inertie dans le système climatique qui font que l'ajustement en température, il se fait graduellement. Et ça, c'est très important parce qu'on peut ne pas ressentir dans une région donnée un réchauffement qui soit encore trop handicapant pour l'individu ou pour telle ou telle activité économique, alors même que les conditions d'un point de vue atmosphérique sont déjà réunies pour que ce réchauffement devienne critique dans les 5 à 10 ans à venir. C'est pour ça que dans les rapports du GIEC, on insiste beaucoup sur le fait que il faut pas, même si on coupait toutes les émissions brutalement aujourd'hui, ce n'est pas pour autant qu'on couperait le réchauffement. Alors, j'en viens maintenant à cette question du changement global, puisque dans certaines questions, vous aviez évoqué la biodiversité, la pollution, la problématique des villes. Ce sont finalement tous ces sujets, ce sont des manifestations communes de l'empreinte des activités humaines sur notre planète. Et il est vrai que dans certaines régions du monde, après tout, un réchauffement de 1 ou 2 degrés, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus critique, ce sera peut-être la perte de la biodiversité ou d'autres aspects des limites planétaires qui seront importantes. Et c'est ce qui a conduit les scientifiques à forger le concept d'anthropocène. Donc, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. C'est un peu du jargon, mais en fait, ça veut dire que pour les scientifiques, l'homme est entré dans une ère où il a acquis le pouvoir de modifier significativement les conditions de vie sur la planète et la capacité de cette dernière, donc de la planète, à héberger la vie. Donc, d'un point de vue cosmologique, c'est énorme, en fait, comme retournement. Ça veut dire qu'on est capable, au fond, de se suicider, en quelque sorte. On a acquis ce pouvoir qu'on n'avait pas auparavant, de se suicider simplement parce qu'on scie la branche sur laquelle on est assis. Alors, concrètement, les scientifiques ont identifié 9 grandes limites planétaires. Alors, je vais essayer, sans perdre de temps, de manifester. J'ai un graphique, je ne sais pas si je vais le voir, je le partage là. Est-ce que vous le voyez? Parfait, oui, c'est très bien. Oui, vous le voyez, d'accord. Donc, ça, c'est ce qui représente en fait les 9 limites planétaires. Donc, vous voyez en haut, il y a le climat. Et puis, il y en a un certain nombre d'autres. Il y en a 8 autres. Il y a le trou d'ozone, dont on a beaucoup parlé à une époque. Il y a l'acidification des océans. Il y a la pollution chimique. Il y a les aérosols dans l'atmosphère. Donc, vous voyez, ces deux choses, ça renvoie aux questions qui ont été posées, qui sont tout à fait pertinentes pour une agglomération comme Grenoble. La perte de la biodiversité, la question d'usage des terres, l'utilisation de l'eau douce, le cycle de l'azote et le cycle du phosphore. Donc, ça, c'est 9 grands sujets. Et on considère, alors dans ce graphique qui est un petit peu compliqué, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en gros, on surveille de très près si on a dépassé les limites planétaires. Donc en 2009, on considérait qu'il y avait 3 limites planétaires qui ont été dépassées. Et aujourd'hui, on considère qu'on a dépassé les limites pour 5 des 9 domaines. Et très récemment, l'été dernier, vous voyez, on parle beaucoup des rapports du GIEC, on parle un peu moins de ce rapport, mais on considère que pour l'émission de ce qu'on appelle les entités nouvelles, sur ce graphique en anglais, c'est écrit Novel Entity, je suis désolé, je ne l'ai pas traduit, eh bien, c'est toutes les espèces nouvelles, les polluants chimiques, les micro-organismes, les nanoparticules, tout ce qu'on envoie en fait dans notre environnement, on considère qu'aujourd'hui, on a dépassé la limite critique en matière de ces entités nouvelles avec lesquelles on pollue notre environnement. Thierry, vous allez devoir nous donner des motifs d'espoir ou des pistes concrètes. Oui, je vais donner justement, alors j'y viens, je vais y venir justement.
en allant sur le quatrième sujet qui avait été évoqué, c'était la compatibilité avec le modèle économique. Parce que ce qui a été conceptualisé, d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est des économistes qui ont fait ce travail au départ, c'est la notion d'un espace sûr et juste pour l'humanité. Qui repose sur un développement économique qui soit inclusif et durable. Et donc, c'est des Anglais qui avaient travaillé là-dessus. Alors, ils ont donné le nom de donut. Moi, je trouve que c'est pas très esthétique. Mais en gros, cet espace, il est compris entre au-dessus le plafond, c'est les 9 limites dont je vous ai parlé. Et en dessous, c'est ce qu'on appelle le plancher social, c'est-à-dire l'accès à l'eau, la nourriture, la santé, le revenu, l'éducation, etc., qui sont parfois incarnés par ce qu'on appelle les objectifs du développement durable, mais peu importe. Et le jeu, c'est que, il ne faut pas dépasser les limites planétaires d'un côté, et puis d'autre part, il faut rester au-dessus de ce plancher social pour vivre dans des sociétés équitables et justes, parce que probablement, ce n'est que des sociétés justes et équitables qui pourront faire face à ces défis. Alors, ce que je trouve très important dans le cadre de cette convention citoyenne, et alors il faut me couper quand je vais dépasser mon temps, hein, mais c'est que… On y est presque. On y est presque. Alors, je pense, j'ai été très rapidement dans les groupes de travail juste avant, en écoutant un peu les échanges. Et certains d'entre vous disaient, mais au fond, finalement, qu'est-ce qu'on peut, et moi je l'entends souvent dans les conférences grand public, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, à l'échelle d'un territoire ou à notre échelle individuelle, contre un phénomène qui est essentiellement planétaire. On émet des gaz à effet de serre, ils sont répartis sur la planète, et puis moi, je ne représente pas grand-chose. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question pour un territoire de son impact réel sur les émissions de CO2. Il peut faire quelque chose, évidemment. Mais si vous regardez ce donut, eh bien, il y a plein de domaines dans lesquels, en fait, à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une collectivité ou d'une grande ville, on peut agir. On peut agir sur les changements d'occupation des sols, on peut agir sur la biodiversité, on peut agir sur le cycle de l'azote, sur l'utilisation de l'eau douce. Et là, ce n'est pas mondialisé, c'est-à-dire qu'il va y avoir un retour, un bénéfice sur action à l'échelle de la collectivité territoriale. Donc, certes, cette convention citoyenne, c'est une convention citoyenne sur le climat, mais je pense qu'effectivement, celles et ceux d'entre vous qui ont posé des questions sur les autres facteurs environnementaux, c'est une bonne question, car de plus en plus, y compris chez les climatologues purs et durs, un peu comme moi, on veut développer des visions systémiques sur ces sujets. Merci beaucoup Thierry. Ce qu'on va faire, c'est qu'on vous garde, on va passer maintenant aux questions qui avaient été posées à l'échelle métropolitaine à William. On voit votre écran là, du coup on voit bien que vous avez regardé toutes les questions, on voit bien qu'il y a des réponses, tout le monde sait que on a bien… Non mais c'est important parce que du coup, on va prendre tout ce qui a été écrit et dit aujourd'hui, on va le mettre dans un compte-rendu. Donc, comme ça, les uns et les autres, vous pourrez relire. Ce n'est pas facile de réentendre tout ça, mais c'était juste aussi pour qu'on ait cette occasion, en vous croisant, de se refaire une bonne piqûre de rappel ou de clarifier des choses qui n'avaient pas forcément été approfondies ou pas bien compris par tous. Mais il y avait beaucoup d'attentes aussi, donc merci déjà pour ce point Thierry, tout à l'heure s'il y a des questions on pourra y revenir, mais on va demander à William Meunier, vous vous souvenez de William qui est aussi intervenu pendant la première session. William, c'est le chef… Partage d'écran, c'est bon là, ça y est, c'est bon, c'est départagé, super. Parfait. Merci beaucoup Thierry. William, lui, c'est le chef du service environnement air-climat de la métropole. Et donc, il vous avait présenté un peu, vous vous souvenez, toutes les grandes actions du plan air-climat métropolitain. Et il y a beaucoup de questions ça a suscité beaucoup de questions. Et notamment, et tout à l'heure dans mon groupe, il se trouve que ça a été reposé, de bien comprendre quelles sont les marges de manœuvre financières. On a compris qu'il y avait des budgets, mais qu'on ne pourrait pas tout faire. Donc ça a un peu alerté les citoyens. Est-ce que tu peux nous dire, alors il y a des micros qui sont ouverts, peut-être si les équipes peuvent m'aider à les éteindre. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont ces marges de manœuvre financières de la métropole pour agir en matière climatique? Oui, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous me voyez à l'écran. Parfaitement. Ok, d'accord. Je voyais que toi, Sophie, en fait. Donc, bonsoir à tous. Si tu veux qu'on projette tes slides, je vais demander à Madison ou à Julien de le faire pendant que tu parles. Tu les verras aussi. On le fait. Merci. Merci.
Donc, ravi de vous retrouver tous après cette première session. Pour commencer, peut-être sur cette question des modalités d'intervention et des moyens d'action de la métropole, rappeler qu'en fait, on a plusieurs leviers d'action. Le premier, c'est la réglementation. Dans une certaine mesure, la métropole peut édicter des règles. Et ensuite, ce sont des moyens d'action en fait, qu'on peut mener dans le cadre, que la métropole peut mener dans le cadre de ses compétences. C'est la collecte des déchets, la distribution d'eau potable, ce genre de choses. Et puis le troisième moyen d'action, c'est contribuer financièrement ou soutenir des projets qui sont portés par d'autres. Donc ça peut être d'autres collectivités, hein, c'est le cas du SMAG pour ce qui concerne les transports en commun. Ça peut être des acteurs économiques, et ça peut être aussi des habitants. Voilà, donc ce que vous voyez ici à l'écran, c'est tout frais. En fait, ça a été adopté, ça a été discuté en tout cas en conseil métropolitain il y a 2 petites semaines. Et donc, c'est en fait ce qui s'appelle le plan pluriannuel d'investissement. C'est ce que les élus envisagent d'affecter comme dépenses sur les différents domaines d'intervention dans le prochain mandat. Alors, c'est un document qui fixe des orientations. Le budget est voté annuellement, mais en tout cas, ça donne un cadre d'intervention. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est qu'en fait, sur en gros 1,6 milliard d'investissements qui sont prévus entre 2021 et 2026, il y a un gros milliard, donc à peu près les deux tiers, qu'il est prévu d'affecter aux questions d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Et puis, je mets tout le paquet mobilité en un bloc. C'est peut-être un peu grossier, mais en tout cas, l'essentiel des actions mobilité, en tout cas, vise à développer les transports alternatifs aux déplacements en voiture individuelle, par exemple. Okay. Voilà, donc ça vous donne un ordre de grandeur. Peut-être juste rappeler en complément de ce qu'a dit Thierry Ménissier en tout début de réunion. En fait, la question du budget métropolitain, c'est pas très différent en fait d'un budget de collectivité. Gérer un budget de collectivité, c'est pas finalement très différent de gérer un budget personnel. Vous avez des ressources financières. Alors dans le cas des particuliers, c'est un salaire, une pension de retraite, que sais-je. Pour une collectivité, c'est de l'argent public, donc les recettes sont issues des impôts, des taxes, donc c'est un peu notre argent à tous. Des augmentations sont possibles dans tous les cas, dans une certaine mesure, et c'est parfois un peu difficile, mais en tout cas, ça reste une voie qui peut être explorée. Et puis après, gérer un budget, c'est gérer des dépenses et donc faire des choix. Il y a des dépenses qui peuvent être considérées comme incontournables, d'autres qui peuvent être hiérarchisées, priorisées, etc. Et donc, c'est ce que font un peu les élus lors de l'adoption du budget. Et vous, dans le cadre de cet exercice de la Convention citoyenne, vous pourrez faire des propositions, évidemment, en ce sens. Ok. Je pense qu'on pourra y revenir. Il y aura sûrement des questions pour comprendre ce qu'il y a derrière ces 175 millions notamment. Il y avait tout un autre paquet de questions, et là, du coup, le slide s'affiche, mais qui portait sur la spécificité de la métropole face à la question climatique d'une manière générale. Mais du coup, en fait, nous, en termes de démographie, c'est quoi nos spécificités ? Est-ce qu'on est nombreux? Est-ce qu'on pèse sur le territoire? Comment le territoire est organisé? Comment le fonctionnement urbain peut-être a des spécificités aussi en termes d'impact sur le changement climatique? Et puis, il y a quelqu'un qui a posé une question un peu plus savante sur le métabolisme urbain. Le métabolisme urbain, tu vas nous expliquer ce que c'est, mais c'est tout ce qu'on fait rentrer et sortir comme flux, comme matière, comme consommation. Enfin, du coup, à notre échelle, quelles sont les spécificités qu'on doit bien avoir en tête pour pouvoir traiter cette question du changement climatique? D'accord. Je commence par la question relative à la démographie. Alors, je ne suis pas démographe, mais j'ai des collègues qui m'ont préparé des éléments de réponse. En tout cas, on mettra à disposition de tous des documents un peu plus complets si certains veulent creuser ces questions-là. Mais en gros, les principales idées, c'est que le territoire, c'est 450 000 habitants, que
la croissance démographique, elle est très, très modérée. On est à 0,3% de croissance annuelle depuis le début des années 70. Que cette croissance, elle est portée par le solde naturel. Donc, le solde naturel, c'est le nombre de naissances sur le territoire est supérieur au nombre de décès, mais elle est un peu atténuée par le solde migratoire. Donc, le solde migratoire, c'est les gens qui choisissent d'habiter à l'extérieur de la métropole. Et donc, ça, c'est l'impact un petit peu de la périurbanisation. Donc, globalement, la population augmente, mais assez faiblement. Et le solde naturel vient combler justement ces départs vers les territoires périphériques. Et un point qui avait été abordé en session 1, mais qu'on peut peut-être rappeler, c'est que malgré cette croissance qui est somme toute assez modérée, notre besoin de logement continue à augmenter pour deux raisons principales. La première, c'est que l'espérance de vie augmentant, la durée de vie augmentant, les gens occupent les logements plus longtemps mécaniquement. Et puis, il y a le phénomène qu'on appelle décohabitation, enfin qui concerne les divorces, en fait, où les familles face aux séparants ont besoin de surfaces un peu plus importantes pour accueillir leurs enfants, même si c'est qu'une semaine sur deux ou qu'un week-end sur deux. Voilà sur la question démographique. J'enchaîne, peut-être il y avait une question sur les espaces verts à Grenoble et sur le territoire. Donc, le slide d'après. Ouais, merci, pardon. Là aussi, ce sont des chiffres qui vous avaient été présentés, mais peut-être un peu rapidement en session 1. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a la chance d'avoir un territoire qui est quand même globalement très végétalisé, avec plus de 80% des surfaces qui sont végétales. Donc, si on fait la somme des espaces, des surfaces agricoles, des espaces naturels boisés, des espaces récréatifs, etc. Donc, c'est quand même une chance. Par contre, le deuxième enseignement de cette carte, c'est que vous voyez toute la partie un peu violette, donc qui est le cœur dense du territoire, où là, on est sur des territoires qui sont quand même beaucoup plus minéralisés. Et donc, sur cette partie-là du territoire, il y a un enjeu de végétalisation dans une logique d'amélioration du confort thermique dans un contexte de réchauffement climatique, vous vous en doutez. Et puis, par contre, sur la partie périphérique, il y a des enjeux. On a cette chance d'avoir ces espaces forestiers, notamment très abondants. Et ça contribue à limiter l'impact du réchauffement climatique, parce qu'on n'a pas beaucoup trouvé mieux qu'un arbre comme climatiseur naturel. Par contre, il va falloir en prendre soin de cette forêt, puisqu'avec le réchauffement, la végétation souffre. Et puis, il y a un autre atout aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que cette croissance forestière, ça contribue aussi à capturer, stocker du carbone sur le territoire. Et donc, on a un territoire qui a cette particularité-là, ce n'est pas le cas de tous. On stocke à peu près l'équivalent de 7% de ce qu'on émet en termes de CO2. Et pour vous donner un ordre de grandeur, Strasbourg, je crois que c'est 2%. Ils n'ont pas la chance d'avoir cette capacité forestière autour d'eux. Peut-être que tu peux nous montrer la comparaison en fait, de la distribution des émissions territoriales de la métropole de Grenoble par rapport à d'autres métropoles. C'est le slide d'après, Julien. C'est le slide d'après, oui. Là aussi, il existe pas mal de documents, puisque je crois qu'il y avait beaucoup de questions sur comment la métropole se positionne par rapport à d'autres collectivités de même taille. Donc là aussi, on pourra vous faire parvenir les liens vers les documents un peu plus approfondis sur cette question-là. Moi, je vais parler que de ce que je connais le mieux, c'est donc les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est une comparaison de l'ensemble des métropoles. Vous voyez que les situations sont quand même assez contrastées d'une métropole à l'autre. Et ce qui caractérise notre métropole, c'est ce que Thierry Lebel a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a des émissions qui sont globalement équilibrées entre trois secteurs. Donc, le secteur agricole, il est très marginal, mais on a des émissions équilibrées entre le secteur de l'industrie, l'activité économique en gros, les transports, qu'il s'agisse de transport de marchandises ou de transport de voyageurs, et puis un gros paquet qu'on peut appeler bâtiment, dans lequel on retrouve nos maisons, nos logements et les immeubles de bureaux
ainsi que tout ce qui est tertiaire, les établissements d'enseignement, de recherche, etc. Donc, c'est la particularité de notre territoire par rapport à d'autres et quelque part, ça nous oblige à agir sur l'ensemble de ces secteurs si on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ouais, il est super clair ce schéma. Je pense que c'est une illustration assez utile pour se projeter dans les sujets à aborder. Alors, il y avait ensuite Alors, oui, toute une il y avait la série question du métabolisme urbain, mais Ouais. j'y réponds très rapidement parce que tu l'as défini en fait. La question du métabolisme, c'est effectivement la mesure des flux de matière ou d'énergie qui rentrent et qui sortent du territoire. Sur l'énergie, on sait à peu près. Par contre, sur les autres flux, en tant que territoire, on a du mal, c'est quasiment impossible d'avoir ces données, autrement que par des approches statistiques, parce que on n'a pas de frontières, pas de compteur qui permet de savoir exactement ce qui rentre comme flux et ce qui en sort. C'est le cas de tous les territoires en France et c'est un point de… c'est dommage parce que ça nous limite dans les réflexions sur le sujet, mais effectivement, on n'a pas les données. Pas beaucoup de données. OK. Ouais. Si tu vois arriver dans les propositions des citoyens le fait d'avoir des études, des données, hein, tu t'étonneras pas. Alors, on a aussi pas mal de questions. Alors, c'était tu as présenté à l'occasion de la première session le PCAEM, là, ce fameux plan air énergie territorial, le PCAET, et M, même pour métropolitain. Est-ce que tu peux nous redire un peu quels sont les grands contenus de ce plan climat? Alors, je pense que c'est assez clair, hein, le document existe, mais il y avait une question qui avait été peu abordée, mais que tout à l'heure Thierry Lebel a évoquée, qui était la question de la réduction de nos pratiques numériques. Alors, si tu peux nous faire une réponse rapide pour qu'on puisse aller sur des choses qui sont peut-être plus larges, mais en tout cas, c'était une donnée peu renseignée. Ok, donc sur la question plan climat, donc si vous voulez en savoir plus, vous avez le support que j'ai utilisé lors de la présentation en première session qui vous donnera, qui est une synthèse de la synthèse. Vous avez le document là, que vous voyez à droite à l'écran, qui est une synthèse d'une 40aine de pages. Et pour ceux qui veulent vraiment en savoir plus, vous avez l'intégralité du plan climat aussi qui est sur le site de la Convention, je crois, ou en tout cas qui est accessible sur le site de la métropole. Et là aussi, on peut vous donner les liens. Là, c'est plus de 1000 pages, donc c'est un investissement, mais vous retrouvez toutes les composantes du dossier, le diagnostic territorial et puis l'ensemble du plan d'action, ainsi que son évaluation environnementale. Donc, le document qui permet de vérifier que les actions inscrites dans le plan climat permettent bien d'atteindre les objectifs fixés. Sur la question numérique, alors en fait, je crois que la question, elle portait sur l'axe 5 du plan climat. Alors, si vous vous rappelez, le plan climat est décomposé en 5 axes. Le premier axe, c'est l'axe qui traite de l'adaptation au changement climatique. Le deuxième, c'est celui qui vise à réduire nos émissions directes, donc les émissions qui sont émises sur le territoire. L'axe 3, il est plutôt consacré à la question des émissions indirectes, donc comment on réduit par nos pratiques les émissions qui sont effectuées dans d'autres territoires, mais qui visent à répondre à des besoins de notre territoire. L'axe 4, c'est la mobilisation, et je crois qu'on y reviendra tout à l'heure. Et puis l'axe 5, c'est l'exemplarité. Donc l'idée étant que la métropole s'applique à elle-même ce qui est inscrit dans le plan climat. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il y avait la question des pratiques numériques. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est traité dans le cadre de la métropole en tant qu'organisation, mais finalement c'est pas très différent de ce qui est préconisé pour le monde de l'entreprise ou pour les particuliers. Ce qu'on retrouve nous dans notre plan en termes de réduction de l'empreinte numérique de la collectivité, c'est des mesures qui visent à augmenter la durée de vie des équipements informatiques, limiter ou réduire la taille des écrans, n'imprimer que ce qui est nécessaire, éviter d'utiliser des souris à piles, mais plutôt privilégier des équipements avec des fils pour éviter d'avoir des piles à ne plus savoir qu'en faire, etc. Donc, ce sont des éléments qu'on retrouve là aussi assez facilement. Enfin, c'est un peu des bonnes pratiques numériques pour réduire l'empreinte, parce qu'aujourd'hui, le numérique a pris une place quand même assez importante dans nos vies et on a du mal à travailler et plus généralement à vivre sans.
Merci beaucoup, du coup, William. Ce qui suivait comme question, je pense que tu les as en tête, tu l'as même annoncé là, c'était Oui. comment est-ce que vous avez fait et vous faites pour que ce plan énergie énergie métropolitain, il fasse levier auprès des citoyens, comment vous les associez, que ce soit les citoyens, mais même aussi tous les autres acteurs, les communes, les acteurs économiques. Comment est-ce que finalement, ce truc qui est quand même la clé de l'action métropolitaine, comment est-ce que vous faites pour que tout le monde s'en saisisse? Et est-ce que le fait aussi, par ailleurs, il y avait des questions sur le statut de la capitale verte européenne. C'est un peu autre chose, mais on sent bien que c'est aussi quelque chose qui donne une dynamique. Est-ce que ça peut avoir un impact sur notre capacité à agir et à faire bouger tous les acteurs? Voilà, donc c'était un peu la mobilisation qui était en question. Oui, alors, comme j'ai eu l'occasion de le dire en première session, effectivement, l'atteinte des objectifs du territoire en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ça nécessite que la métropole, effectivement, fasse son travail et tienne ses engagements, mais ça nécessite aussi que l'ensemble des acteurs du territoire se mobilisent. Et dans acteurs du territoire, on met tout le monde, en fait. On met les habitants, les associations, les entreprises, les communes, le monde universitaire, le cas échéant. Enfin voilà, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un mouvement collectif en ce sens. Et donc, le titre de capitale verte qui vient un peu sanctionner aussi une ambition du territoire en la matière, c'est aussi une opportunité pour mobiliser l'ensemble des acteurs. Donc, il y a de nombreux événements qui seront organisés tout au long de l'année. Enfin, ça a commencé dès le début du mois de janvier. Il y a des défis qui sont adressés aussi aux habitants, aux communes, aux entreprises. Donc, toutes ces choses-là, vous les retrouverez sur le site Capitale Verte. Et puis après, la métropole accompagne chacune des cibles que j'ai évoquées. Donc, pour ce qui concerne les habitants, il y a des campagnes d'information, de sensibilisation autour des questions d'enjeux climatiques. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter notre impact sur le réchauffement climatique ou la pollution de l'air? Il y a des démarches de participation. Donc, la Convention citoyenne, c'est une initiative majeure en ce sens. Mais il y a aussi eu des ateliers sobriété qui ont été organisés. Enfin, voilà, chaque fois que la métropole engage un grand projet, il y a une concertation qui est menée auprès des habitants. Ça a été le cas dans le cadre de l'élaboration du plan climat et ça sera le cas dans le cadre de sa révision. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de mesures qui sont mises en place pour… Il y a un slide qui précise ça, si tu peux passer, Julien. Je crois qu'il était… Ah oui, pardon, mais… ok. T'inquiète ça, bon, vas-y, parle. Non, c'est bien. Ouais, je continue ça. Et puis je reviens en commune après. Ouais. Ah ouais. Effectivement, il y a aussi d'autres dispositifs d'accompagnement, donc que ce soit du conseil. Vous savez que vous pouvez vous adresser à l'Agence locale de l'énergie pour avoir des conseils individualisés sur l'isolation de vos logements, etc. Et puis, il y a des dispositifs financiers, la primaire bois, par exemple, ou le dispositif Murmure pour la rénovation thermique des bâtiments. Donc, ça, c'est un peu tous les moyens d'intervention à destination du public. Et puis, il y avait une question spécifiquement autour des communes. Et donc, la métropole, très rapidement après l'adoption de son plan climat, a mis en place une charte d'engagement qui est proposée aux communes. Donc, il y en a aujourd'hui, sur les 49, une trentaine qui sont soit engagées dans le plan climat, soit en cours d'engagement. Donc, c'est la slide que vous aviez tout à l'heure, si on peut y revenir. Je n'avais pas prêté attention. C'est la slide suivante, je crois, ou précédente. En fait, j'ai perdu le fil. Voilà, celle-là. Et donc, en fait, chaque commune s'engage sur ses compétences propres à élaborer à mettre en œuvre un plan d'action qui vient compléter en fait quelque part le plan climat métropolitain. Et donc pour ce faire, on a un certain nombre d'outils qui sont mis à disposition, un site internet dédié, etc. Mais en tout cas, les communes qui sont un peu l'échelon de proximité en fait pour vous habitants s'engagent plutôt en quantité aujourd'hui dans le plan climat, puisque je vous dis, on est sur dès la première année avec une trentaine d'engagements sur 49 communes.
Voilà, je crois que j'ai fini. J'ai mangé un peu. Tu nous parles, non, mais 2 minutes sur la capitale verte, et puis peut-être qu'après, il nous restera plus que 5 minutes, et je vais peut-être prendre quelques questions quand même, pour pas qu'on soit… Oui, Si enfin, tu je crois voulais que dire la quelque chose question, sur la c'était capitale pourquoi. verte. Enfin, la Ouais. question qui était posée, c'était pourquoi est-on capitale verte alors qu'on a ces problèmes environnementaux de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Ouais, et Et en qu'est-ce que fait, ça peut changer aussi? Qu'est-ce que ça peut voilà, faire? l'opportunité de capitale verte. Donc, capitale verte, c'est un titre qui est délivré au regard de l'effort qui est réalisé. Et puis pour le territoire, en fait, c'est vraiment l'occasion de créer de la dynamique sur ce sujet-là, d'avoir un certain nombre d'événements qui s'adressent à la fois au grand public. Vous avez aussi les conférences du conseil scientifique qui sont organisées tous les mois. Donc, l'année est découpée en 12 mois, 12 thématiques. Le premier mois était consacré au climat, le deuxième à la qualité de l'air, et puis ensuite, ça change de thématique tous les mois, pardon. Et donc, à chaque fois, le conseil scientifique vient apporter des éléments de connaissance, mais aussi des éléments de controverse scientifique dans un esprit de partage avec le plus grand nombre. Donc, ce sont des conférences grand public. Voilà, et puis des défis, comme je le disais, sont adressés aux différents acteurs, donc aux communes, aux entreprises, mais aussi aux citoyens. Vous pouvez vous engager dans un défi Capitale Verte sur le climat ou sur les autres sujets. Donc, voilà, là aussi, je vous invite effectivement à aller creuser cette question-là si vous le souhaitez sur le site Grenoble Capitale Verte. Merci beaucoup, William. Merci beaucoup, Thierry.